territoriales, en présence de représentants de partis politiques, des élus, dont les parlementaires, et des présidents des deux groupes à l'Assemblée. Donc, la résolution concernant la consultation relative à l'avant-projet de document d'orientation a été ajournée lors du congrès qui s'est tenu le 13 mai. Alors, une séance de travail s'est réunie, je passe dessus. Il ressort de cette réunion les éléments suivants. Les discussions ont porté sur deux aspects. Premièrement, sur quoi doit être fondée la consultation, donc le fondement de la consultation, donc sur quoi on vote, et le corps électoral, c'est-à-dire qui vote. S'agissant du premier point, l'AMO a rappelé les trois dispositions de la Constitution qui prévoient la consultation ou le consentement des électeurs intéressés par une évolution institutionnelle, en l'occurrence. Le premier, c'est l'article 72.1 dans l'ordre constitutionnel qui indique que lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs. Le deuxième, alors on va procéder par élimination. Cette première disposition semble entrer dans le périmètre, dans le champ, en tout cas. Il faut mettre le titre. Oui, c'est là. Alors, par contre, il faut mettre le titre 12 de la Constitution. Ouais. Non, c'est dans les documents. Alors, la deuxième disposition de la Constitution, c'est l'article 72.4. Alors, je peux vous en faire lecture, mais le mieux, c'est que vous l'ayez à l'écran. C'est sur le clé. Alors, il faut aller à l'article 72 agrandi. Encore. C'est bon. Alors, l'article 72-4.4. C'est bon, stop. Alors, cet article indique très clairement qu'aucun changement pour toute partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72.3, ces articles qui sont dans l'article 72.3, la Guyane y est, ce sont les départements et collectivités d'outre-mer. Vers l'un ou l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, c'est-à-dire si on veut passer de la 73 à la 74 et vice-versa, ce mouvement ne peut intervenir sans le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de la collectivité intéressée et été préalablement recueillis dans des conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce régime est décidé par une loi organique. C'est sur ce fondement que le président Sarkozy a organisé le référendum de janvier 2010, puisque nous avions très clairement demandé en 2010, enfin 2009, le référendum a lieu en janvier, nous avions très clairement demandé de passer de l'article 73 à l'article 74. Donc, cette disposition ne s'applique pas à notre demande a priori, puisque nous demandons une inscription dans la Constitution dans un titre 12. On ne demande pas à passer dans la 74. La troisième disposition, c'est l'article 73, alinéa 5,
peux le mettre à l'écran. C'est à la fin, en bas de page. Ça commence par la création. C'est après, c'est juste après le. Voilà, c'est en rouge. Alors, cette disposition indique que la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer, ou l'institution d'une nouvelle assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'a été retenu, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72.4, le consentement des électeurs dans le ressort de ces collectivités. C'est exactement ce fondement qu'a utilisé le président de la République, M. Sarkozy, pour la deuxième question qui a été posée en janvier 2010, instituant la collectivité unique. Donc ce fondement, cet article ne s'applique pas à la demande guyanaise. Donc l'article qui semble, le fondement qui semble s'appliquer à la demande guyanaise serait donc très clairement l'article 72-1. Ça, c'est pour le fondement. Maintenant, quand on a le fondement, il faut savoir sur quoi. En fait, il faut répondre à trois questions. 1, quel est le fondement juridique, quel est l'ancrage de la Constitution qui le permet. 2, sur quoi on vote. Et troisièmement, qui vote. Sur le deuxième, après plusieurs discussions, alors sur ce point-là, je ne vous cache pas qu'au niveau de la OEMO, on a eu beaucoup de discussions aussi avec nos amis corses, parce que la question va se poser aussi pour eux. Je vous rappelle qu'ils sont exactement dans la même trajectoire que nous, puisqu'ils ont demandé une inscription dans la Constitution, dans le titre 12. Et je crois savoir, selon les indications qu'ils nous ont données récemment, après l'accord du président de la République, maintenant il faut que ça passe le cap du Congrès national, le gouvernement semblerait s'orienter sur la proposition d'un article 72-5, parce qu'ils considèrent que le titre 12 est un peu compliqué pour eux. Et comme la Nouvelle-Calédonie, on pourrait ne pas être considéré comme une collectivité de l'article 72. C'est ça la difficulté. Batlajibé va le confirmer peut-être tout à l'heure, mais peu importe. En tout cas, ils auront un ancrage dans la Constitution. 72.5 ou 12 bis, ils auront un ancrage dans la Constitution. Si le Congrès national valide. Donc, sur la question, enfin, sur quoi porterait la Constitution, donc après analyse des expériences à droite à gauche sur cette question, quand je dis à droite à gauche, sur observer sur les questions d'évolution institutionnelle exprimées dans certains pays, on s'est rendu compte que les consultations, pour des raisons d'efficacité et de stratégie, ne peut porter que sur l'accord politique, pour deux raisons. La première, c'est que ça serait l'aboutissement d'une trajectoire, c'est-à-dire on est deux parties, on se met d'accord sur un texte commun, et il est normal à ce moment-là que ce texte soit soumis à la base. C'est le même principe dans les négociations syndicales. Il y a une ratification. Pareil pour les traités, il y a une ratification aussi par la suite par les États, même si le document est signé. Là, c'est l'approbation du Parlement. Donc c'est l'accord qui paraît être le plus pertinent à soumettre à la population. La deuxième raison, elle est d'ordre politique, c'est que serait soumis à la population un texte qui aurait fait l'accord du gouvernement. Et en termes de présentation
pour la population, quand on connaît un peu le réflexe légitimiste de nos compatriotes, enfin un peu partout, outre-mer, c'est qu'un texte qui a déjà fait l'assentiment préalable du gouvernement, après négociation, aurait des chances de passer. Donc, à la fois pour des raisons tactiques, de pédagogie aussi, parce que ça serait peut-être plus facile à expliquer, la consultation devrait porter sur l'accord politique et non sur la loi organique qui est déjà à l'aboutissement, comme il est proposé. Donc c'est la proposition qu'a faite l'AMO lors de cette réunion. Et la troisième question qui a fait l'objet de débat lors de la réunion, ça concerne le corps électoral. Là, je vais laisser le soin à Maître Lingibé tout à l'heure de l'expliciter, parce qu'il a explicité lors de cette réunion. Je dirais en une phrase, il va l'expliquer tout à l'heure, très clairement que le corps électoral restreint, je crois qu'il en a parlé tout à l'heure, est associé, selon une doctrine et une jurisprudence constante sur laquelle il va revenir, à une trajectoire vers l'autonomie, vers l'autodétermination, pardon. Donc, il ne peut donc pas s'appliquer à la demande guyanaise d'une autonomie dans la République. L'alternative qui a été proposée lors de la réunion, qui a été mise sur la table, c'est un corps électoral inclusif. Alors, qu'est-ce que c'est ce corps électoral inclusif? C'est de dire qu'on élargirait le corps électoral aux électeurs originaires de la Guyane inscrits en dehors de la Guyane. Parce qu'on considère que ce sont des parties intéressées, parce qu'il y a eu beaucoup de doctrines sur cette notion d'intéressement, qui est intéressé par les consultations. Donc, nous, on dirait qu'ils peuvent être considérés comme des parties intéressées par le consentement sur la demande d'évolution institutionnelle vers la Guyane. Voilà. Alors, ça s'observe dans beaucoup de types de scrutins. Et je crois savoir aussi que les Corses, parce qu'il n'est pas question à ce stade pour les Corses d'une consultation, mais en tout cas, ils l'ont déjà anticipé. Et s'il y a une consultation, eux, ils souhaiteraient que les Corses du continent, comme ils les appellent, ou même du monde entier, hein, parce qu'un Corse reste Corse partout où il est, soient intéressés par cette consultation sur l'autonomie de la Corse. Donc c'est sur cette base qu'a été bâtie la proposition de résolution qui vous a été adressée. Donc je rappelle, le fondement, c'est l'article 72.1, serait, parce que c'est une proposition. Deuxièmement, le texte, parce qu'une consultation se fait toujours sur un texte, un projet de texte. Le texte qui est proposé, ce n'est pas la part organique, mais l'accord qui résulterait de la consultation. Et la troisième question, c'est qui vote? C'est un corps électoral spécial, c'est-à-dire les électeurs de Guyane, plus les électeurs, je dis bien les électeurs de Guyane, plus élargi aux électeurs hors du territoire, absolument. Tous les électeurs de Guyane, parce que, je le répète, Patrick, tu vas l'expliciter, on ne peut pas établir en Guyane un corps électoral restreint. Ce n'est pas possible, parce que nous ne sommes pas dans une trajectoire vers l'autodétermination. Le corps électoral restreint en Nouvelle-Calédonie a été possible, parce que c'était une trajectoire vers l'autodétermination. Et pour terminer, alors, avant de passer la parole à Maître Lingibé, sur le corps électoral inclusif, ça se ferait bien sûr, cette liste spéciale qu'il faudra déterminer sur les originaires hors de Guyane, il faudra bien sûr établir des critères pour permettre l'inscription sur cette liste de ce corps électoral placé hors de Guyane. Tout ça est possible techniquement. Patrick. Oui. Alors, je vais compléter en reprenant au départ, aujourd'hui, le cadre constitutionnel est lequel?
Le dispositif est le suivant. Lorsque vous voulez passer d'une collectivité 73 à 74, 74 à 73, la consultation donc, du corps électoral, sachant que le Conseil constitutionnel a dit dans sa décision du 2 décembre 82, qui n'a pas été changée, que le choix est binaire. Vous ne pouvez passer d'une catégorie 73 à 74 ou de 14 à 73. Il n'y a pas d'autre choix. Et, c'est important, aujourd'hui, la consultation ne porte que sur une question. La question, le Conseil d'État a eu l'occasion, effectivement, de se prononcer là-dessus, c'est effectivement la clarté de la question. La question, c'est voulez-vous, oui ou non, passer d'une collectivité fondée sur l'article 74. Si on relit, par exemple, le projet de Saint-Martin ou de Saint-Barth, c'était ça. Doté de l'autonomie. Dans quel cadre, en fait, nous, on se projette? C'est d'échapper à cette binarité et demander, en fait, un nouveau paradigme constitutionnel. L'objectif, c'est de sortir, effectivement, du statut actuel. Puisque la Constitution actuelle a une lecture binaire, qui n'est pas celle d'ailleurs de l'Union européenne. C'est effectivement article 73, principe d'identité législative, et 74, spécialité législative. Donc c'est de sortir de ça. La chronologie, c'est une fois qu'on bascule, ce qui n'est pas gagné, dans un nouveau paradigme. Alors, on ne sait pas lequel. Nous, on demande effectivement une constitutionnalisation. Alors, très clairement, on a la position du Sénat qui a dit on ne refera pas l'expérience calédonienne. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de titre constitutionnel, puisqu'il faut un accord pour modifier la Constitution. 3/5, je vous le rappelle. Donc, si le Sénat ne participe pas, l'Assemblée nationale aura beau, et ce qui est loin d'être le cas, être majoritaire. Si le Sénat ne suit pas, il n'y aura pas de modification de la Constitution. Puisque la modification de la Constitution telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est l'article 89. Il faut les 3/5. Il faut que les deux chambres votent en termes identiques un texte, un projet de loi constitutionnelle qui soit adopté en Congrès. Donc, le renvoi à un titre constitutionnel, ça veut dire l'équivalent à la Nouvelle-Calédonie, que la Corse souhaite. Le Sénat a d'ores et déjà dit qu'il n'est pas dans cette trajectoire-là. Il y aura une modification à minima, mais elle ne sera pas comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie. En l'occurrence, il n'y aura pas de titre nouveau pour une collectivité territoriale. Je termine. Donc, bon, on ne sait pas exactement quelle sera la portée de la modification constitutionnelle, sachant que le président de la République, je vous le dis très clairement, il peut raconter ce qu'il veut. En fait, la réalité, c'est effectivement est-ce qu'on aura une majorité ou pas pour suivre notre projet. S'il y a une modification constitutionnelle, elle renverra, il faut le souhaiter, à une loi organique. Le choix, en fait, puisque ça sera soumis à la consultation populaire, ça, il n'y a pas de données. Et je précise simplement que, pour avoir travaillé sur les travaux corses aussi, que dans sa demande, la Corse prévoit une consultation populaire. Donc, ça demande. Donc, de mon point de vue, hein, c'est qu'on ne peut pas se limiter à une question, parce que si on pose une question au corps électoral guyanais, si vous voulez basculer, effectivement, on risque d'échouer, parce qu'ils vont dire, ouais, mais enfin, cette cas, vendez-nous, un pièce texte. Donc il faudra que effectivement, le projet de loi organique, à mon sens, effectivement, soit soumis au corps électoral. Alors, sur la notion de corps électoral, qu'on appelle le corps électoral restreint, il n'y a un seul exemple unique, c'est le corps électoral calédonien. Alors il faut savoir que ça a été possible qu'à la suite d'une modification de la Constitution. Précisément, c'était l'article 76 qui a été modifié par une loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, puisqu'il a fallu modifier et restreindre, effectivement, définir la catégorie du corps électoral qui a été renvoyé à une loi organique. Ça veut dire, en l'occurrence, que si l'on veut rentrer, et
je dois vous dire qu'il y a eu 4 arrêts donnés, puisqu'en fait, cette modification a fait l'objet, notamment la loi organique, a fait l'objet d'une contestation devant respectivement alors Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Et en substance, en fait, pourquoi ça a été validé? Uniquement parce que, et la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, parce que nous nous situons dans une trajectoire qui était l'accession à la pleine souveraineté, ce qui permettait de faire une dérogation et d'ailleurs de donner, d'asseoir juridiquement la notion de citoyenneté calédonienne et qui pouvait échapper en fait à la norme, au principe d'égalité devant le suffrage universel, puisque c'était ce principe qui est un principe constitutionnel. C'est comme ça qu'on a pu déroger. Ça veut dire qu'en l'occurrence, en l'état, si l'on veut avoir un corps électoral restreint, ça supposerait, qu'on modifie la Constitution, ce qui, je pense, effectivement, ne passera pas. Deuxièmement, en fait, qu'on soit sur une trajectoire qui n'est pas celle, effectivement, dans laquelle nous nous situons. Voilà. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'on reviendrait aux dispositions de l'article 19 du Code électoral, qui prévoit, effectivement, que les personnes qui votent, effectivement, c'est les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales donc traditionnelles. Alors, avec cette possibilité donc, qui a été abordée, c'est effectivement d'avoir un corps électoral plus élargi. Il est plus facile, effectivement, d'élargir un corps électoral, de le restreindre, en faisant, puisque le projet de loi organique et la question qui va l'accompagner, nécessairement s'apparente à un projet de société. Donc l'idée, c'est de faire, de consulter, de faire participer la diaspora guyanaise. Voilà. Ce qui est possible. Alors, ce n'est pas une disposition législative qui va l'organiser, c'est le délai de consultation, en fait. Voilà. Voilà un résumé, la problématique juridique et les solutions que nous avons préconisées sur l'élargissement, effectivement, du corps électoral, qui, en tout état de cause, ne pourra pas être restreint. Très bien. Alors, Romney d'abord et ensuite Armand Achille. Oui. Ah, d'accord. Moi. Oui, mais déjà allé, moi, avant. Pour ça. Et si vous comprenez bien, l'État français, en 1946, modifié ce bête, fait nous passer en département pour éviter qu'il nous participions en période côté il était qu'à décoloniser. Il fait des textes. OK? Donc, si moi comprends bien, les nous retenons dans ces textes qui mettent nous en baillé carcon pour nous gagner une autonomie. Parce que l'autonomie ne veut pas dire qu'il y a un statut qui a une bête permanent. Hein. L'autonomie a plutôt aller vers l'indépendance. Hein. Il faut nous clair. Hein. L'autonomie qui permet d'aller à la souveraineté. D'accord? Donc, mon mot c'est que si nous sommes des politiques, il faut nous comprendre ça. Et qui, à ce moment, si nous comprenons ça, nous ne pouvons pas arrêter des textes français. Nous d'être brigades pour, justement, qui est dit, nous, qui est bête, nous, à ça nous l'est. Là, nous allons voyez, nous allons dire, à ça nous l'est. Qui, monde qui arrive là, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne peut pas voter. Moun qui de passage pendant 3-4 années, il ne peut pas voter. À ça, nous l'est. Nous l'est qui des gens qui ont des intérêts en nos pays, qui vivent en permanence en nos pays, qui voter parce qu'ils vivent dans ce pays. Et à ça, pour nous faire parler là. Moi, je pense qu'il y a un texte comme ça, bon, en vrai, il y a une législation. Mais nous-mêmes, nous savons, à l'état final, qui ça nous l'est. Et ça nous l'est, à accéder à la souveraineté. Nous allons passer par étapes, mais nous allons arriver là. Parce que là, nous avons dit qu'il nous allons utiliser nos propres ressources. Mais si, quand même. Nous avons pensé que si nous allons utiliser nos propres ressources, nous avons pétrole, nous avons l'eau, nous commençons à faire sous-marquer en nos pays, nous avons pensé qu'il y a quelqu'un qui nous fait ça. Mais il faut savoir, écoutez, nous allons mettre nos pieds là. Là, nous avons demandé ça, il savait très bien qu'il y a un moment où nous avons dit, sorti là.
Il n'est pas couillon. Donc, nous-mêmes aussi, il faut nous comprendre que des textes qui ont brimé nous ont un problème. Et que nous-mêmes, là, nous avons posé documents pour le Premier ministre français, là, nous avons dit, monsieur, ça nous l'est. Il y a démerdé, il y a trappé une monnaie, mais à ça pour nous l'est. Ok. Armand Chil. Pour moi-même, hein, et notamment par rapport à ça qui passait en 2010, les 10 janvier et les 24 janvier, à ça point qui est fondamental dans nos processus. La consultation populaire et le collège électoral. Et à ça point nous devons être servis pour mener campagne auprès de nos populations. Alors moi-même, moi bien l'étendre les arguments juridiques, hein, mais moi rappeler pour l'histoire, dans le processus 97-2001, il y a un éminent juriste à la mairie de Cayenne qui te dit nous qui, si nous opté pour l'article 74, nous pas gagner les fonds européens. Et puis quelques semaines après, tu as un de ces plus grands constitutionnalistes français, Mouché Lucher, qui vient faire une conférence, débat à la Chambre de commerce. Et puis, monsieur dit non, pas de pièce problème, même si nous avons opté pour l'article 74. Et à cette époque, pas de niveau 74, hein, ni premier niveau, ni plus, atteint seul 74. Nous qui toujours pouvions bénéficier des fonds européens. Donc, ça toujours compliqué. Là, nous avons une analyse juridique, dit gain compréhension, ça nous peut trapper en un accord politique. Comment entendez? La Kanaki, à seul côté la France, fait des consultations sous la base d'un corps électoral restreint. Et la Kanaki gagne roun patché, mais sa similitude, c'est que la France mettait en œuvre en Kanaki, comme en la Guyane, des colonies de peuplement. En Kanaki, ça a plus ou moins stoppé, mais en Guyane, ça a continué. Là, nous avons fait débat sur l'immigration. Là, la France qui a dit il ne peut pas prendre un monde qui est échoué à Lampedusa, en Italie, là, comment il appelle côté à Lampedusa. Et puis, nous-mêmes, Syriens, Afghans, Sahraouis occidental, il y a débarqué ici, et puis il peut défigurer nous place à manger, ça ne va pas poser personne de problème. Et nous avons continué à accepter ça. Donc pour moi-même, enjeu consultation a dit la création d'un article dédié à la Guyane, et à sous ça, il faut la population parler. La Kanaki à 67-77, nous à 78, et à sous la question du corps électoral, il y a une jurisprudence Kanak, et politiquement, parce que à nous avantage, faut nous faire peser le fait qui route français de France peut pas venir séjourner en Guyane et ben on a vie à sous l'avenir de sa territoire. Et il y a un argument juridique incontestable. La France votait le 12 décembre 1960 la résolution 1514 de l'ONU. Cotant dans sa résolution, il a dit que ces pays, la France, qu'a administré, ils devaient être accompagnés vers la voie de l'autodétermination. Et c'est un droit international. Donc nous-mêmes, il ne faut pas nous serrer nous corps. Et Moka parler sous le contrôle de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste guyanais, qui, à la convention de Rémy Armand-Joly en 1979, il a voté une charte côté Yekadi, l'autonomie, étape nécessaire à l'avènement d'un État souverain. Et là, nous avons dit, nous, peuple guyanais, nous l'être autonome là, sans jamais être souverain un jour,
nous qu'à couillonner nous peuple. Donc l'autonomie est une étape vers la souveraineté. Il y a comme ça pour nous parler franchement, pour nous peuple, parce que si c'est français, il y a rédiffré en main, il y a parlé qui nous avancer, il y a parlé qui nous bouger d'une chouga, parce qu'il est même bien conscient de ça. Il est bien conscient que l'autonomie pour la Guyane a une étape à pas de pas carité autonome, à vétam éternel, à pas à pas philosophie, la dynamique et de l'histoire du monde. Beaucoup y est qu'après Kylian, on finit. Non. C'est toi qui l'as mis là-bas. Hein. Oui, qui est-ce qui est en audio là? Est-ce que personne est sur micro? Madame Delard. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'on n'est pas tous au clair sur la finalité de tout ça. L'autonomie pour la souveraineté ou pas. Il faut être clair. Parce que c'est ce qui va déterminer le corps électoral. Donc il faudra qu'on s'organise pour clarifier ça. C'est tout. Non, mais que l'on voit déjà d'où on parle la demande. La demande, c'est pas la souveraineté. Qu'on soit bien clair aussi, puisque clair pour clair, vaut mieux qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La proposition faite par la CTG, adoptée au Congrès à l'unanimité, ce n'est pas la souveraineté, c'est l'autonomie, c'est l'inscription de la Guyane dans un titre spécial comme étant un pays autonome. Voilà, c'est ça la demande. La demande n'est pas la souveraineté. Jean-Pierre, tu voulais rajouter? Oui, alors, vous savez, je m'adresse à M. Achille parce que les propos qu'il vient de tenir, c'est la première fois qu'on les tient en copie. De cette façon-là. Parce que, vous savez, une journaliste qui va répéter ce qu'on dit, il faut faire très attention à ne pas commencer à effrayer la population. Nous avons très tôt dit qu'une autonomie est graduée. Mais bien sûr que l'on sait, quand elle est graduée, elle peut aller très loin le moment venu. Le moment venu. Mais afficher maintenant son aboutissement, je ne sais pas si, en termes de stratégie, c'est utile de le dire. C'est utile de le dire. Concernant le corps électoral restreint, on a, dans la discussion qu'on a eue, dit il ne faut pas avoir peur des électeurs. Je ne sais pas si, M. Achille, vous allez dans les bureaux de vote. Je crois qu'il y a beaucoup de fiction sur certains électeurs qui peuvent nous contrarier. Nous avons fait cet exercice à un moment, à l'américaine d'ailleurs. Quand vous allez dans les bureaux de vote, si vous êtes assesseur, vous verrez, vous pouvez en 1 heure, 2 heures compter le nombre d'électeurs métropolitains, expatriés, qui votent. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, moi, je dis pas que c'est une réalité. Par contre, alors, vous faites des recoupements après. Vous allez au commissariat. Vous demandez, parce qu'après, il faut savoir où est-ce qu'ils votent. Vous allez au commissariat, vous demandez les procurations entrantes et sortantes. Je vous invite à faire cet exercice-là. Vous allez être surpris. Le nombre de procurations pour des gens qui votent en France est 4 fois plus important que qui votent dans le sens France-Guyane. Nos compatriotes. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet électorat. Et puis, troisièmement, je me fais l'interlocuteur du président parce que je partage cette analyse avec lui. Parce que là, on est sur un terrain où on jette sur la table des idées. Et nous, on demande de réfléchir aussi. L'idée d'un corps électoral restreint peut avoir des effets psychologiques dont on ne soupçonne pas jusqu'où ça peut aller. Et je fais un parallèle, pour que vous compreniez, avec les révisions du corps électoral. Je vous cite un seul cas que je connais bien, Sinnamary. Sinnamary, c'est la commune où 68% des électeurs ne vivent pas dans la commune. Le tribunal a exigé du maire qu'il fasse la révision. Il a tardé, finalement, il l'a fait à la fin du mandat.
Il avait raison de le faire. Il avait raison de le faire. Il a perdu les élections pour ça. Il a perdu les élections alors que il y a 68% des électeurs qui ne sont pas sur la liste. Ils n'ont que l'intérêt. Donc il a voulu réviser la liste, la nettoyer un petit peu, puisque le maire de Sidamari, c'est le maire de Sidamarien ou le maire des gens qui sont hors de Sidamarien. Il faut se poser la question. Eh bien, il a perdu les élections. Pourquoi ? Parce que ça a provoqué une déflagration psychologique et il a perdu les élections. Donc, faisons très attention sur les mots que l'on emploie, sur l'analyse au fond qu'on fait de telle ou telle notion qu'on veut mettre sur la table. Allons jusqu'au bout de la réflexion. La réflexion n'est pas terminée. Nous, au niveau de l'AMO, ça a été discuté. Nous avons dit que le corps électoral restreint, dans le cas d'espèces, ça s'appliquait, et sur la base d'une jurisprudence aussi, même si on le demande, même si c'est fondé la demande, que ça s'applique pour une trajectoire vers l'autodétermination. Moi, je suis de ceux qui disent, Patrick Lingibé, lui, s'appuie sur la jurisprudence. Moi, je retiens plutôt des notions qui sont d'ordre de stratégie politique. Il faut mettre en face, parce que si on met un corps électoral restreint, c'est parce qu'on craint le non. On craint le non. Eh bien, créons les conditions du oui. Premièrement, venons sur un texte que le gouvernement aussi a approuvé. Là, on va dire, mais Sarkozy, en 2010, il nous l'a mis comme ça parce qu'il n'était pas d'accord, donc il a tout fait pour que ça soit non. Eh bien non, il y en a un corps du gouvernement qui sera embarqué dans le processus. Deuxièmement, sur le corps électoral restreint, il y a des risques sur le plan psychologique. Deux, moi, je pense qu'en Guyane, les gens dont on a peur, ils ne sont pas si nombreux que ça. Pourquoi ? Je vous rappelle que le troisième élément, affrontons les électeurs, quels qu'ils soient, pour les convaincre, surtout nos compatriotes, parce qu'en 2010, ils ne sont pas sortis. Je vous rappelle que le oui, le non plutôt, le non, c'est 14% des électeurs qui ont voté non. Et sur l'ensemble du scrutin, vous pouvez aller voir les chiffres sur Internet, on peut considérer que 70% des gens, ce jour-là, ne sont pas sortis. Parce qu'ils avaient peur, ils étaient pétrifiés par ce qui se disait à l'époque. Donc, sur la base de tous ces éléments-là, affrontons cette consultation avec de bons arguments. Le corps électoral restreint, ça se discute. Nous, on pense qu'à la fois sur des plans juridiques et sur le plan de stratégie politique, ça peut poser des problèmes. Et encore une fois, mettons-nous en capacité de faire en sorte en efficacité, qu'on réussisse cette fois-ci-là, que le oui l'emporte. Donc c'est ça toute la réflexion qu'on doit avoir. Jean-Victor Castor, monsieur le député. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. En fait, je ne pourrais pas rester longtemps, il y a plusieurs aspects. Le premier sujet, c'est peut-être pour recadrer, le COPIL, c'est un mandat du Congrès. Le COPIL ne peut pas sortir du mandat du Congrès. Je dis ça par rapport aux collègues. On ne peut pas sortir du mandat du Congrès. Les organisations politiques qui veulent aller plus loin, elles font leur job au sein de la population pour expliquer qu'il faut qu'on aille jusqu'à la souveraineté. Moi, je ne veux pas forcer des partis politiques ou des organisations qui ne sont pas pour ça, ou des élus, à le faire. Par contre, le mandat du Congrès aussi, c'est le corps électoral restreint. Si on étudie la question, c'est parce qu'il y a une partie du Congrès, tant sur les questions de fiscalité, tant sur les questions des peuples autochtones, tant sur les questions de corps électoral restreint, tant sur les questions de où est-ce qu'on situe la consultation, etc., qui posent problème. Et que plutôt que d'aller vers un vote majoritaire, on souhaite rester dans un vote consensuel et unanime. C'est ça, en fait. On est dans nos propres contingences internes au sein du Congrès. Sinon, nous t'es déjà balayé tout ça, nous t'es déjà arrivé plus loin.
il y a un troisième aspect. C'est qu'il y a, est-ce qu'on considère que notre agenda guyanais, on doit le sortir de l'agenda, on va dire, général, de ce qui se passe en fait à l'extérieur? Précisément, il y aura une révision constitutionnelle. Est-ce qu'on considère, messieurs, nous pas mêler qu'il y ait bête, même si bête a fait en début 2024, on s'en fout, on fait notre truc, à notre rythme, et si on doit exiger une révision constitutionnelle seule en 2025 ou en 2026, c'est-à-dire qu'on prend notre temps, et puis, nous suffisamment forts pour nous obtenir ça. En tous les cas, il me semble que dès le départ dans nos discussions, c'était pas ça. C'était profiter de la révision constitutionnelle qui s'impose à l'État français parce qu'il y a un vide juridique, pas simplement par rapport au référendum, mais parce que justement, il n'y a rien et qu'ils sont obligés de traiter la question de la Kanaki pour pouvoir profiter de cette fenêtre de tir-là. Et ça change tout dans notre façon de travailler. Et c'est pour ça que moi, je parle peu maintenant parce que on est en train, pour moi, de perdre un temps fou, parce que c'est suicidaire ce qu'on fait. Et puis, à nous qui t'es plus devant, nous qui sorti dit Sabeta, nous qui dit ni chien, ni se souffler. Donc, quatrième point, et là par contre je suis d'accord avec les collègues, c'est pas exactement ce qu'ils ont dit, mais vous avez insisté tout à l'heure, monsieur le collègue Aron, sur le fait que c'est l'accord politique qui compte. Mais pour moi, c'est l'erreur qu'on a faite dès le départ aussi. Je l'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises. Quand on s'amuse à répéter, par peur, soi-disant, que la population ne va pas comprendre, etc., que la question on peut dire la question même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce que le curseur à l'ONU, ça peut être la pleine souveraineté, ça peut être une autonomie, ça peut être tout ça. C'est le peuple qui choisit. Mais, considérer que, ouais, mais bon, il faut nous faire attention, on nous réduit bêta, on nous tire ça. En fait, nous-mêmes, nous ne sommes même pas encore en négociation avec le gouvernement, on diminue la portée politique de tout ce qu'on fait. Et pour moi, on fait une faute. Ce n'est pas une faute superficielle, c'est une faute majeure. Sur le fait qu'on ait peur de dire que sur ce territoire-là, il y a un préjudice et des réparations à faire. Que sur ce territoire-là, et c'est ça le problème, c'est que quand vous prenez les documents des États généraux, les préambules, petit à petit, tous nos préambules perdent de la valeur politique. Parce qu'on s'est amusé à dire depuis ce nouveau processus que ce n'est pas un problème idéologique, que ce n'est pas un problème politique, que ce n'est pas un problème historique, que c'est simplement un outil technique qu'on essaie de mettre en place. Mais vous n'allez jamais entamer des négociations sérieuses avec un État qui vous colonise en considérant que la question politique, il faut l'évacuer, que la question idéologique, il faut l'évacuer, que la question historique, il faut l'évacuer. C'est une faute majeure. Et notre préambule a perdu du fondement. Et donc, du coup, on se retrouve faible, y compris sur la question du corps électoral. Mais bon Dieu de bon sang, on pose la question du corps électoral. Donc, ouais, ça qui que c'est tu dis négociation. Mais tu la poses politiquement parce que le problème, il est politique. Au nom de quoi quelqu'un qui arrive et qui a 2 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de présence, tu vas permettre ça, mon nom, décider pour venir à ton pays pendant 40-50 ans. Ça n'a pas de sens. Et le fait de maintenir, mais non, c'est parce que, mais non, je ne mets pas en cause puisque c'est, mais Roger, ça fait partie des questions qui ont été posées dès le départ dans les résolutions. C'est parce qu'on n'a pas un accord unanime que certains posent problème qu'on revient là-dessus. Moi, je dis que ça ne me gêne pas qu'on en discute. Mais maintenant, sortir de la question d'un corps électoral restreint sur des arguments qui sont peut-être valables, mais laisser colonialiste a dit non. Moi, je veux venir face à eux avec la question politique. Ça t'a empêché nous émanciper nous quoi. Et nous les émanciper nous quoi. Peuple a nous mandat, en tous les cas, on va dire le peuple, la majorité des élus nous mandat, il y a une autonomie la plus large possible. Que des leviers législatifs. Parce que sur toutes ces questions-là, il ne faut pas vous faire d'illusions. Hein.
on aura des blocages en face de nous. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pas ils veulent pas, Roger. C'est pas ils veulent pas sur l'histoire du corps électoral. Ils ne veulent rien. Et moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose sur la question du corps électoral. Vous savez ce qui est en train de se miner là dans le SIOM? Dans le SIOM, donc on va dire les collectivités dites d'outre-mer demandent à ce que, pour le retour au pays, pour qu'on puisse revenir chez nous, etc., une aide. Vous savez ça, Français a fait? Vous savez qu'à proposer? C'est une aide à toute personne qui veut investir en Guyane. Attends, nous paie réduit, nous paie poser problème, restriction, corps électoral, mais il y a logique, c'est la logique éternelle du colonisateur, eh ben on va vous peupler, les gars. Et on va vous rendre minoritaire. Mais si tu veux être entendu à l'échelle internationale pour mettre en cause la façon dont la France gère la Guyane, il faut poser la question du peuplement. Il faut poser la question du génocide par substitution. Et ça, je ne dis pas que c'est le Congrès à le faire, mais quand le Congrès dit qu'il faut un corps électoral restreint, on nous parle restreindre nous quoi pour dire mais si on nous mettait ça de côté. C'est une faute politique. Et moi, ce que je crains, c'est que petit à petit, on est en train de dévaluer justement les fondements de cette autonomie-là, les fondements politiques, les fondements historiques, les fondements idéologiques, au profit d'un aspect purement technique qui va diluer la profondeur du sujet à un point tel qu'on ne sera même pas crédible en tant qu'interlocuteur. Parce que quand tu exiges des modifications aussi importantes de la Constitution, de passage d'un état, d'un paradigme à un autre, il faut que tu aies un fondement, il faut que tu aies un exposé des motifs. Ton exposé des motifs, il ne peut pas être technique, par définition. Et quand le maître Lingibé dit que justement, cette question-là, elle a été traitée comme ça pour la Kanaki, c'est parce qu'ils ont posé le problème politique. Ils n'ont pas eu peur de poser le problème politique. Tout simplement. Enfin, désolé d'être lent, mais voilà. Ensuite, je voulais vous dire peut-être, c'est un aspect plus de calendrier, je ne sais pas si Davy vous a dit, parce qu'eux, ils sont en marche forcée. Il faut le savoir. Donc vous savez que le président de la République a convié tous les élus le 20, là c'est dans quelques jours, là, le 20, tous les élus, nous les députés, etc., et ils ont rajouté, y compris les élus du Pacifique, ce qui n'était pas le cas la première fois, enfin il y a un an. Deuxièmement, je ne sais pas si Davy vous en a parlé aussi, le 23 ou le 24, il y a une réunion qui aura lieu au ministère de l'Outre-mer, sur le SIOM, mais sur toutes les questions, c'est-à-dire l'agenda que le gouvernement va imposer à tous les territoires, va être traité pays par pays. Alors j'oublie pour la Guyane, mais je pourrais vous donner la date. C'est soit le 23, soit le 24, parce que c'est sur 2 jours, et chaque pays, c'est 2 heures ou 2 heures et demie de discussion. Voilà. Et derrière, il y aura une lettre de cadrage, c'est clair, sur les questions des évolutions statutaires, etc. C'est simplement pour vous dire, plus on prend du temps, et plus les choses vont être difficiles. C'est là justement que je n'ai pas compris ton propos, Jean-Victor, parce qu'en même temps, tu nous dis on y va au calendrier imposé par le gouvernement, et en même temps, tu nous dis on pourrait... Non, que je n'ai pas compris. J'ai bien dit que c'est pas juste ta position. J'ai dit que je n'ai pas compris. Alors bon, on pourra toujours en discuter après. Et puis, la deuxième chose que tu dis, une chose d'important quand même. Nous sommes obligés sur cette affaire de faire un consensus avec tout le monde. Nous sommes issus d'une élection où notre majorité s'est faite à 55% et l'autre partie à 45%. Ça veut dire qu'on ne peut pas les exclure. Ça voudrait dire qu'à un moment, on est bien d'accord. Et c'est peut-être l'originalité de notre congrès. Contrairement aux Corses qui ont eu leur congrès à la majorité, nous avons réussi un congrès sur l'évolution statutaire vers l'autonomie à l'unanimité du congrès. Alors, peut-être que ça... Mais on a réussi quand même ça. Donc, si on veut, justement, que notre... l'aile assimilationniste ne nous quitte pas en cours de route,
comme ça a été en 2010. On est là, le plus récent qu'on a, c'était 2010. Et je me souviens, par exemple, un gars comme Rémi Budoc, qui était au RPR à l'époque, il a eu du mal à ce qu'on lui fasse avaler la couleuvre pour dire non, Rémi, lui, arrête de faire la propagande pour le 74. On se souvient de ça. Ça veut dire que le gouvernement a réussi à recadrer, en tout cas, son aile assimilationniste. Cette fois-ci, et c'est toi qui le dis, on est dans un large consensus pour qu'on puisse faire ce petit pas en avant. Et je dis, si jamais, ça je le dis, on va simplement mettre un petit mot que c'est le premier pas vers l'indépendance, je te garantis, je connais le résultat, c'est fini. Alors effectivement, on a un problème avec le corps électoral. C'est vrai. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on aspire? On est d'accord, on a vu cette nécessité du corps électoral spécial. Mais on ne doit pas exclure que va nous être opposé parce que notre demande est dans le cadre des institutions françaises. Mais ils n'ont même pas encore besoin de commencer à négocier. Le message, ils nous l'ont passé déjà. Et donc, c'est à nous maintenant, Jean-Victor, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire arriver qu'on fasse ce petit pas-là? Et quels sont, jusqu'où, par rapport à notre aile assimilationniste et par rapport à ce qu'on veut arriver avec le gouvernement, quelle concession on est prêt à faire? Et si on n'est pas prêt à faire cette concession, qu'on le dise, et ça va être réglé au Congrès. Enfin, je veux juste clarifier, parce que toi, dis-toi pas comprendre. Oui. Mais Mokreto bien comprendre. Bon. Alors, Roger. Non, mais toi bien comprendre. Il faut pas. Oui. Il faut. Enfin, intellectuellement, il faut sortir des schémas où les choses sont binaires. Moi, mon raisonnement, c'est pas un raisonnement binaire. Mon raisonnement, c'est pas un raisonnement binaire. Moi, j'explique que, parce que tu dis oui sur le corps électoral, on sait déjà, donc il faut tenir compte. Mais c'est surtout, les gars. Mais il ne faut pas être naïf dans cette assemblée. Quand on va commencer à discuter, surtout, on aura des oppositions sur tous les sujets. Parce que par définition, ils ne veulent pas. D'accord? Donc, moi, ce que je dis, c'est que, et pourtant, c'est pas compliqué. L'autre cas, négocier, faut te gagner une position qui est une cap qui clé. Et ça ne peut pas être un cap technique. Tu ne viens pas discuter avec le gouvernement français en disant, écoutez, moi je viens discuter avec vous pour une refondation technique de la gouvernance. Ils vont te dire pourquoi? Au nom de quoi tu veux avoir ça? Donc tu es obligé de revenir à des questions historiques. Tu es obligé de revenir à des fondements qui sont des fondements qui t'opposent, qui opposent leur politique à celle que tu souhaites mener. Et donc, moi ce que je dis, c'est simplement, je prenais l'exemple du corps électoral pour dire que on est, depuis quelques mois, dans une logique où on commence à faire des négociations entre nous-mêmes. Et donc, on dilue petit à petit la portée de ce qui a été décidé. Parce que il y a des collègues au Congrès qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de sujets, ou des communautés. Et au fur et à mesure, au lieu qu'on vienne bonifier les résolutions du Congrès, on est en train de diluer la portée politique. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et pour moi, c'est une erreur. Parce qu'on doit aller avec un cap, avec des fondements qui justifient la modification qu'on demande dans les rapports avec la France. Parce que, rappelez-vous que tout ça est lié à une chose, c'est que tout le monde a commencé à dire partout en Guyane, il faut modifier les rapports que nous avons avec l'État français. Certains jusqu'à la souveraineté, d'autres une autonomie large, etc. Mais
il faut changer les rapports. C'est ça le fondement. Et pourquoi changer les rapports? Parce que ce sont des rapports de domination. Ce sont des rapports tutélaires. Donc moi, ce que je dis faites attention, parce que petit à petit, et moi je ne veux pas participer et cautionner ça, parce que de l'autre côté, je vous dis que dans leur agenda, c'est point par point sur toutes les questions que nous posons, toutes les questions, accès à nos ressources, accès à la terre, sur toutes ces questions-là, leur position, c'est une position fondamentalement colonialiste et ils vont rester sur leur position. Et on n'a pas le choix, pour moi, il faut rester sur justement nos fondements. Voilà. Je suis désolé, mais je suis obligé de partir. Je vais vous expliquer l'agenda qu'il y a. Oui, je pense que c'est important que tout le monde, qu'au sein du COPIL, qu'ils sachent, et que c'est important aussi que les délégations guyanaises qui iront dans ces réunions-là, qu'on ait une grande convergence de points de vue. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est que les deux propositions soient mises en débat et que, à un moment, il faut trancher. Je rappelle que c'est voilà, entre corps inclusif ou corps électoral restreint. Voilà le débat. Je vous rappelle simplement que si on revient sur cette question-là, c'est parce que le Congrès qui, in fine, va prendre la décision, c'est le Congrès qui nous a demandé de retoquer cette partie. Sinon, ça serait un truc déjà voté. Donc, moi, sur les démonstrations politiques, etc., nous, on a une réponse pratique à amener au Congrès, c'est quelle est la position du COPIL. Donc, donnons la position du COPIL, et puis on en rediscute. On la présente au Congrès. C'est le Congrès qui décidera. Moi, je dis une bête par rapport à tout ça, m'entendez. À sous l'abcès psychologique. Ah non, mais là, il faut que... Non, mais bêta concret. 16h20, nous qui refait une leçon d'histoire. Sur la question. Mais corps électoral restreint ou corps électoral exclusif. Non, restreint. Mais moi, je dis une bête. Eh bien, voilà, donnez la position. Oui, non. Après, si tous les gens font un débat d'héros. Non, pas de débat d'héros. Attends, on est là depuis 9 heures, mon vieux. Il y a un débat qui est important. À 1 minute, mon rapport. Oui, mais tu peux pas convaincre moi. Non, pas convaincre. À Jean-Pierre, mon rappelé. Puisque Jean-Pierre interpellé moi. Non, tout le monde veut entendre ça. Parce que, historiquement, t'es déjà fini, hein. Tu as laissé moi parler, moi fini. Ça m'a dit, si nous pas qu'à mettre en avant la question d'autodétermination et d'indépendance, nous adversaires politiques, et à ça, il est fait en 2010, que le 74, là, il mettait Tibéno devant la poste, et puis il dit, si vous votez 74, à quelle indépendance? Donc, si nous-mêmes, nous pas qu'à expliquer nos peuples, nous pas qu'à faire pédagogie, que l'autonomie est une étape, il est servi pour faire mon paix. Donc, à nous qui devons utiliser cet argument pour décomplexer. Ça, à premier bête. Deuxième bête, le 21 juin 2001, 80% des élus guyanais, toutes tendances politiques confondues, votaient le projet guyanais qu'est le corps restreint. La situation politique, démographique, culturelle, sociale, économique, encore plus catastrophique. Et nous qu'à poser nous la question, mais nous devons demander une surrestreinte, là. Nous devons rester une bêta encore plus. Donc nous ne pouvons pas faire le constat tous les jours qu'en 2023, nous situation pire qu'en 2021. Là, nous avons, par exemple, en 2001, là, nous avons rassemblé le patronat. Collègue Mollet, le choix du COPIL, est-ce qu'on peut avoir le choix du COPIL? C'est ça. Alors. Nous sommes toujours pour le corps électoral restreint. Restreint. Qui avait été proposé au premier congrès. D'accord. Et qui est pour le choix du corps électoral inclusif? Est-ce qu'il y a des... Donc, vous êtes pour le corps électoral restreint. D'accord? Il y a pas. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Non, mais
Je vous remercie. Attention. Je vous remercie. On a passé Monsieur, rapidement. C'est 1 minute. On fait plus de débat. Vas-y. Mon bras fait débat, mon bras tout la parole. Vas-y. Là, il y a un truc, c'est restreint, mais avec la diaspora. Ah, d'accord. Ah, donc vous êtes à la fois dans le restreint et l'élargi. Bon. Ça, on la connaissait pas, celle-là. Bon, mais on va quand même essayer de la traduire. Je vous remercie. En tout cas, ça a été long, mais, quelquefois âpre. Mais bon, on a passé un bon moment d'échange. Et passé un bon week-end. Lui,